Les Cévennes. Ces montagnes du sud de la France, habitées par une longue histoire de lutte pour la liberté, ne sont plus aujourd'hui que terres à l'abandon et villages dépeuplés. La garrigue, sauvage et rude, a accueilli il y a 30 ans maintenant Pierre Rabhi, qui a fait le choix de s'installer comme paysan et de redécouvrir la nature. La vie de Pierre Rabhi a commencé dans un autre désert, un autre lieu qui ne tolère pas la faiblesse. Né dans une petite oasis du Sahara, il est très tôt confronté à la société occidentale. De l'islam au christianisme, d'Oran à Paris, Pierre Rabhi a vécu sur 2 cultures et s'est finalement exclu des 2 mondes. En relevant le défi avec sa femme et ses 5 enfants de vivre dans une ferme isolée, sans confort et sur une terre aride, Pierre Rabhi refuse le projet d'une société bâtie sur le profit et la compétition. Son ambition est de créer de nouvelles solidarités entre les hommes à partir d'une relation responsable à l'environnement. Quand nous sommes venus dans les Cévennes, nous avons fait le constat d'un pays qui avait été prodigieusement organisé et pour que les hommes y ont mis toute leur créativité pour y survivre et ils ont démontré qu'on pouvait y survivre, mais malheureusement en dégradation depuis que l'appel de l'industrie, de la ville, etc. avait été suffisamment fort pour le vider de sa substance. Donc nous constations un pays qui était agonisant et néanmoins avec une beauté, dans une beauté extraordinaire, cet aspect sauvage, cet aspect un peu sans complaisance, cet aspect très rude, nous a séduits et nous avons donc décidé de nous y installer. Tous ces éléments, c'est des éléments qui sont liés à une quête de qualité profonde. Alors ces critères de beauté, évidemment, dans une société productiviste, ça ne concorde pas très bien. Voilà. Quand on examine l'agriculture française et le plan qui est fait sur l'agriculture française, on veut ramener le taux des agriculteurs à 3%. Est-ce qu'on peut imaginer un avenir avec cette double anomalie, à savoir un espace rural désertifié et des villes surpeuplées avec tout ce que ça implique comme problème? Quand on pose la question à nos responsables de l'agriculture en leur disant que l'agriculture est en perdition, que les agriculteurs du moins sont en perdition, ils disent mais non, l'agriculture n'est pas en perdition. Vous n'avez qu'à regarder notre produit national brut et vous constaterez que dans notre produit national brut, l'agriculture rapporte beaucoup. Bien sûr, si on s'en tient strictement à un fait économique, elle rapporte. Le développement, ça concerne quelque chose de plus global, à savoir le respect du milieu et le respect de l'être humain. On est dans un leurre total. On s'imagine que nous sommes à la pointe de la connaissance. Alors qu'en fait, on est à la pointe de la connaissance, d'une certaine connaissance parfaitement définie, mais qui a eu des pertes considérables par ailleurs. Donc, bon, c'est pas linéaire. Alors on arrive à dire, par exemple, le système américain en matière d'agriculture est le système, le next plus ultra, c'est ce qu'on appelle le top niveau. En fait, c'est le système le moins rentable du monde. Il a recours à une quantité d'énergie considérable, à travers bien sûr le pétrole, à travers la production des engrais. Vous savez qu'il faut pratiquement 3 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais, donc c'est des investissements énormes, à travers les investissements en mécanisation, etc. Si vous drainez évidemment toute l'énergie, les substances, etc., que vous les drainez, que vous les concentrez, évidemment il y a le leurre du fameux développement. Or, ce qu'on ne sait pas, c'est que si tout le monde voulait vivre sur cette échelle-là, la planète n'y suffirait pas. En fait, la démonstration du système du développement américain est une démonstration négative. Donc, vous voyez, toutes ces ambiguïtés concernant le développement sont à réviser de fond en comble. Et si on ne les révise pas, je pense qu'on va vers des catastrophes vraiment majeures. Je crois 2 choses qui rejoignent très profondément l'approche de Pierre Rabhi. Premièrement, le modèle de production agricole moderne aboutit à la destruction de 10 calories combustibles pour la production de 1 calorie alimentaire. C'est à peu près cela dans l'Île-de-France, en Hollande ou dans le Middle West américain. La population du monde sera de 6 milliards, 7 milliards d'habitants à vue humaine. Si on multiplie tous ces facteurs, on dit que le monde ne peut pas nourrir le monde à base d'engrais, de pétrole, de machines. Et que donc il faut inventer ou réinventer
une agriculture extensive modernisée dans ses méthodes. Il y a donc une place pour une agriculture moins gaspilleuse. La deuxième approche, que je partage totalement avec Pierre Rabhi, c'est que dans l'abus de ces intrants, comme on dit, de ces intervenants extérieurs, il y a un risque de destruction progressive du milieu. Car il y a en particulier, pour ne citer qu'un aspect des choses, risque d'infiltration des produits chimiques qui constituent des engrais dans les nappes souterraines avec risque de pollution grave à la longue. Alors, si vous jouez de ces deux arguments qui sont l'un et l'autre décisifs, vous arrivez à déterminer les limites qu'il conviendrait d'imposer à l'agriculture moderne ou les orientations qu'il conviendrait de lui suggérer pour qu'elle ne soit que positive pour l'humanité. L'agrobiologie est issue d'une réflexion concernant la gestion de la terre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement faire de l'agriculture, mais on doit aussi faire toutes les activités annexes liées à l'équilibre de l'environnement, c'est-à-dire le reboisement, les luttes anti-érosives, l'association de l'agriculture et de l'élevage, respect de l'environnement, etc., etc. La Terre est un organisme à la fois vivant, mais à la fois aussi sensible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rattaché à des domaines subtils, à quelque chose, à des phénomènes qu'on ne maîtrise pas forcément. L'un des fondements de l'agriculture biologique, c'est l'humus. Pourquoi l'humus? Parce que l'humus est l'élément que la nature a élaboré elle-même en recyclant ses propres déchets, et qu'il est l'élément le plus adapté au dynamisme de la vie. Sans humus, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a plus d'humus, donc c'est le désert. Alors comment est-ce qu'un agriculteur va pouvoir pratiquer une agriculture reposant sur l'humus? Eh bien, il y a des techniques. C'est-à-dire que maintenant, la science nous a permis de comprendre les mécanismes qui se passent dans ce qu'on appelle la digestion et la transformation de la matière organique. Et il pratique une chose que je pratique, moi, depuis des décennies maintenant, qui est le compostage. Ce qu'on oublie, c'est qu'un bon agriculteur, c'est comme un bon boulanger, il doit se faire savoir lever la terre comme on fait lever la pâte. Faire lever une pâte, c'est quoi? C'est provoquer en elle des échanges et un dynamisme suffisant pour qu'elle élabore des substances, pour qu'elle se déploie. L'humus représente la partie vivante du sol. Grâce aux micro-organismes capables de digérer les débris végétaux, il apporte les éléments nutritifs aux plantes. Sans humus, une terre est stérile. Patiemment préservé par des générations de paysans, ce patrimoine vivant de l'humanité n'est aujourd'hui plus entretenu. L'agriculture moderne étant censée fournir à la plante tout ce dont elle a besoin sous forme d'engrais chimiques. Ainsi, depuis le début du siècle, le taux d'humus des sols de certaines régions françaises, comme la Beauce, est passé de 6% à 1 ou 2%. Si la dégradation d'un sol peut être rapide, sa reconstitution est par contre toujours très lente. Les agroécologistes, en nouveaux artisans de la terre, font donc du compost pour augmenter le taux d'humus et préserver la terre nourricière. Le compost, on fait des couches successives. Alors au départ, on met une couche de fumier, c'est du fumier de mouton, qui est assez peu pailleux. On ajoute une couche de paille, à peu près 10 cm aussi, qu'on humidifie bien sur le fumier. Troisième couche, on met le compost de broussailles, c'est-à-dire celui qui a été un peu humidifié dans le bidon, pour qu'il se gorge un peu d'eau, parce que comme c'est des matières ligneuses qui viennent de branches, bon, c'est sec, quoi. On met de temps en temps quelques pelles de terre pour que ça structure un petit peu le compost, que ce soit pas uniquement de la matière végétale, qui a un peu de minéraux dedans. Et on refait 4 fois cette même succession. Ce qui fait un millefeuille magnifique à la fin, quoi. Voilà. On mouille bien tout ça, et avec l'action de l'air et de la chaleur, ça se décompose, les micro-organismes agissent, et nous font des matériaux beaucoup plus fins qui sont utilisables après sur la terre ou dans la terre lors de plantation, et qui activent donc le travail du sol.
J'ai fait connaissance avec Pierre Rabhi il y a une trentaine d'années. Pierre et moi, nous étions complètement à l'opposé. J'étais à cette époque-là en pleine dans le système productiviste et j'y croyais. Et j'ai vu disparaître deux de mes amis mourir des conséquences du métasystémox. Ça que j'ai commencé à me poser des problèmes sur les dangers des pesticides, herbicides, etc. Et Pierre m'avait prêté un livre qui est une étude des nocivités des produits chimiques vis-à-vis de la campagne. Et c'est ce livre qui a tout fait basculer et qui m'a incité à venir à l'agrobiologie. Ça a été quand même très difficile. On a commencé dans un premier temps à mettre de l'engrais vert dans une terre. Je crois l'engrais vert, c'est la base de la culture biologique. L'engrais vert et le compost, l'emploi du compost. Moi je pense qu'il vaut mieux entretenir le patrimoine que d'avoir à le refaire. Nous ne sommes pas les héritiers du sol de nos parents, nous prélevons sur l'héritage de nos enfants. Alors au moins leur laisser quelque chose. Les techniques de l'agriculture biologique intéressent à la fois les paysans traditionnels et les nouveaux écologistes, car elles répondent aux exigences du monde d'aujourd'hui. Protection des écosystèmes fragiles, recherche d'une alimentation de qualité, maintien des emplois ruraux. Tout est basé sur le respect. Respect de l'homme, respect de la nature, respect de la durée. Les simples techniques du bon sens cultural sont donc remises à l'honneur et modernisées. Rotation des cultures, association des plantes et complémentarité entre animaux et végétaux, recours aux prédateurs naturels, utilisation des légumineuses qui évitent l'emploi d'engrais azotés en captant l'azote de l'air. Avec l'agroécologie, les exploitants agricoles redeviennent des paysans dont le but n'est pas d'exploiter la terre, mais de s'insérer dans un milieu et d'en vivre. Il y a une ambiguïté, c'est qu'on dit on va faire de l'agriculture biologique. Très bien, on fait de l'agriculture biologique, on répond à une espèce de déontologie. Très bien, on veut que les gens soient bien nourris, c'est normal. On demande aux médecins une déontologie, on ne demande pas à l'agriculteur une déontologie. C'est pas normal. D'autant plus qu'on sait que la nourriture a des effets sur la santé qui sont considérables. Alors il y a des gens qui courageusement se sont lancés à faire de l'agriculture biologique. Bon, avec des mobiles extrêmement divers. Pour moi, l'agriculture biologique, avec ce prodigieux message qu'elle apporte, doit nous amener à une mutation encore plus forte au niveau de la conscience. On peut parfaitement faire de l'agriculture biologique et exploiter son voisin. Et ce qui signifie que l'alternative, elle est encore partielle. Alors méfions-nous des dérives. L'agriculture biologique est un outil prodigieux d'une mutation à la fois économique, mais d'une mutation écologique, mais aussi d'une mutation sociale. Si ça n'apporte pas cette troisième dimension de mutation sociale, nous allons retomber dans la trappe où le plus fort, le plus malin va écraser le plus faible et ainsi de suite, et notamment dans ce fameux rapport Nord-Sud qui reste quand même le problème numéro 1 de notre temps, l'un des problèmes numéro 1 de notre temps avec l'érosion des sols. Donc cet aspect éthique est absolument fondamental, sinon l'agriculture biologique, comme toutes les autres pratiques, sera neutralisée par la perversion qui est engendrée constamment sur cette planète. La désertification est planétaire. Donc, partant de ce constat, nous nous sommes dit il faut peut-être aussi signifier quelque part qu'il y a nécessité actuellement de changer de pratique, d'avoir une autre gestion de la biosphère si nous voulons que l'humanité puisse survivre. Voilà, si vous voulez, c'est le fondement de l'analyse qui a amené à dire créons des structures dans lesquelles les gens peuvent se rencontrer, les gens peuvent se concerter, les gens peuvent recevoir une formation sur laquelle on puisse faire des applications concrètes, c'est-à-dire qu'on ne s'en tient pas simplement à un discours, on donne un savoir, un savoir-faire à des gens qui démultiplient, c'est-à-dire qui vont réaliser ailleurs. Et en même temps, nous faisons valoir qu'il y a nécessité de réviser en termes généraux le projet de société. Et donc, essayer de faire passer dans le grand public un certain nombre d'informations. D'où le CIEPAT, donc Carrefour international d'échange. Donc la notion de carrefour, donc rencontre,
d'échange. Donc il ne s'agit pas, nous ne sommes pas ceux qui nous détenons pas quelque chose et les autres n'ont rien. Les gens apportent et prennent, échangent, de pratique. Donc nous revenons très concret, pratique, c'est-à-dire des savoir-faire appliqués au développement. Et à partir de là, le SIEPAD n'existera que dans la mesure où des gens s'impliquent en lui. Mais il n'est pas une institution qui propose quelque chose. Il est un lieu de devenir et un lieu de pragmatisme, c'est-à-dire d'évolution permanente et de remise en cause permanente, et non pas de pétrification à travers un dogme ou une structure. Pierre Rabhi m'a convaincu de l'importance de ce qu'il réalisait pour l'ensemble des zones à culture sèche. Justement, dans cet espace très vaste, qui a tendance à se désertifier, hélas, dont être soumis au feu, on voit bien toutes les conséquences extraordinaires des incendies de forêt. Il faut réintroduire une certaine agriculture. Certes, il faut des pompiers, c'est nécessaire, mais il faut des agriculteurs, c'est-à-dire des gens qui reprennent à leur compte, au-delà des lois du marché, l'aménagement du sol si nous voulons que ce territoire reste vivant. Une fois qu'on achète un domaine, ensuite il faut savoir ce qu'on en fait. Et nous pensions qu'il y avait là la possibilité, dans ces domaines, de mettre en jeu une nouvelle économie de la garrigue et des petits plateaux. Alors nous avons mis à la disposition de Rabhi l'ensemble du domaine, de façon à ce qu'il puisse expérimenter à travers ce qu'il avait déjà expérimenté ailleurs et le mettre en œuvre. Ensuite, nous sommes face à la Méditerranée, nous sommes face au Maghreb. Et par conséquent, c'est bien joli de parler de solidarité, mais c'est, je crois, encore mieux en l'appliquant, en la réalisant. Nous nous impliquons totalement dans cette action. Nous pensons qu'elle aura des résultats ailleurs et ici. Quand on a une démarche comme celle de Pierre Rabhi, on rencontre évidemment toute une série de personnes au cours de l'itinéraire. Alors c'est ainsi que nous avons croisé beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans le SIEPAD. Il y a des médecins, des gens qui travaillent dans la botanique, dans la géologie, des hommes politiques aussi, confrontés aux réalités du terrain et notamment du développement local. Pierre Rabhi, de par son expérience de terrain et d'agriculture dans une zone difficile en Ardèche, et son expérience internationale, c'est-à-dire lorsqu'il est allé comme paysan sans frontières en Afrique, au Sahel, au Burkina Faso, proposer un certain nombre des techniques et des réflexions qu'il avait mises au point chez lui, pour lui et pour sa famille, que brutalement il s'est rendu compte que de l'autre côté il y avait un répondant et que ces Africains disaient mais on ne nous a jamais tenu un discours comme celui-là, mais ce que vous nous dites nous intéresse, non seulement les techniques mais aussi votre manière globale d'aborder les choses, parce que ça répond beaucoup plus à ce qu'on nous avait enseigné, mais qu'on nous avait dit depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, un petit peu d'oublier, en disant que maintenant le savoir était dans la science occidentale et qu'il fallait plutôt ce type de développement. C'est pas en déversant des millions de dollars qu'on développe un pays, c'est en s'occupant de mettre en valeur et de mettre en synergie ses capacités. Et les premières capacités commencent par l'homme. Et à partir de cet être humain à qui on remet un savoir et un savoir-faire, il va faire sa propre promotion et ensuite il va faire la promotion de son pays. Au niveau du Burkina, nous avons formé environ 900 personnes. Ces 900 personnes se sont démultipliées. Il est toujours difficile de faire un véritable bilan là-dessus parce qu'il faudrait parcourir la brousse. Et maintenant, je pense que la chose est lancée avec des hauts et des bas, avec ici ou là des résultats et des échecs. Mais je pense que l'idée agroécologique peut être inscrite comme véritablement une alternative possible pour le développement. Le SIEPAD a accueilli ses premiers stagiaires africains à l'automne 1990 et affirme sa priorité nord-sud par des programmes de formation non seulement en France, mais aussi au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin, en Tunisie et en Algérie. Edgar Pisani en est le président d'honneur et confirme avec d'autres personnalités
la vocation de ce mouvement à être le creuset d'expérience où l'on met en réaction à la fois l'environnement, l'agriculture et le développement. L'agriculture est le fondement de tout développement global des pays actuellement pauvres. En ce qui concerne l'Afrique, je crois que le premier élément qui incite à penser que l'agriculture biologique est un chemin utile, c'est que cette agriculture biologique épargne les importations de produits dont l'agriculture moderne a besoin. C'est donc une agriculture qui peut se développer à partir de ses propres ressources. Se développer à partir de ses propres ressources, c'est le secret du développement. Donc il y a dans l'agriculture biologique, et je n'en retiens que l'aspect social, si vous voulez, économique, une quête d'économie et une volonté de mobilisation des moyens propres qui me paraît correspondre tout à fait à la situation objective des pays. Le développement du système productif ne suffit pas, c'est l'ensemble du système humain qui est l'essentiel. Globalement, on appelle croissance un développement exclusivement fondé sur le préjugé économique, et on appelle développement authentiquement un système d'épanouissement qui intègre tous les facteurs humains et culturels. Pour dire tout à fait mon sentiment, le développement n'est pas un phénomène économique, n'est pas d'abord un phénomène économique, il est d'abord un phénomène culturel. L'environnement, c'est pas seulement de la terre, de l'eau et des arbres, c'est aussi les autres. Et je crois que partant de cette réflexion à la fois du paysan sahélien et du paysan ardéchois, on s'aperçoit qu'il y a une convergence et on va vers les mêmes, disons, les mêmes interpellations majeures qui sont celles de notre monde d'aujourd'hui. On a l'impression de dire que la démarche d'agrobiologie est une démarche romantique et d'écologiste. Moi, je pense que c'est une démarche profondément économique et que ça n'est pas seulement valable pour les pays du Sud, mais que c'est une agriculture, une méthode qui va s'imposer très rapidement à l'ensemble de l'agriculture mondiale. Les deux questions que je pose, pouvons-nous changer les choses? Oui, c'est facile. Mais voulons-nous que les choses changent? Est-ce qu'il y a parmi les partenaires du Nord, chez les partenaires du Sud, la volonté politique de changer de façon significative les choses? Et alors là, je crois que c'est notre responsabilité de citoyens. Techniquement, on peut régénérer les sols. Nous avons prouvé qu'on peut faire réaliser avec les populations locales des grands projets de reboisement. D'abord faire l'inventaire des potentialités d'une région, voir l'eau disponible, l'eau qu'on peut mobiliser. Et à partir des eaux, vous faites un programme. Dans ce programme, vous intégrez les populations, le climat, les sols, les productions possibles, les marchés. Ça, c'est facile. C'est facile. Si vous avez des responsables politiques qui sont décidés à faire ces choses. C'est surtout la rencontre humaine qui définit le développement. Il n'y a pas de développement sans la rencontre des êtres humains, mais dans le respect mutuel. C'est vrai que la désertification physique, biologique de notre biosphère s'accompagne d'une dureté du cœur humain. Ça amène effectivement à une société de l'individualisme, à une société du repliement, à une société du chacun pour soi, qui est une réaction à la peur. Pour moi, la vocation de l'homme, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire, à quoi sert-on? Nous sommes des prédateurs sur cette planète, nous sommes les pires des prédateurs. Aucun animal n'a été aussi destructeur que nous. Et quand on s'interroge sur notre vocation, on se rend compte que nous avons apporté sur cette planète une dimension nouvelle qui est l'émerveillement. C'est-à-dire le sens de vibrer à la beauté pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être, dans l'évolution générale, notre vocation est l'émerveillement.